Alors pour le module de pneumo, il y aura beaucoup de radios. Donc on aimerait bien chaque fois avoir le maximum d'obscurité. Quand on fait... il n'y a pas moyen. Parfait. Alors je me présente, je suis Dr Genfi, je suis médecin assistant en pneumo. Cette fois-ci, on aura 3 cours ensemble et un cours de radio. De toute façon, c'est moi qui va faire le premier cours, c'est la sémiologie radiologie. Alors l'enseignement de la pneumologie se partage en deux parties. Alors, la première partie, c'est la partie théorique, c'est les cours, à peu près 25, 24 cours. Et la deuxième partie, c'est la radio. À l'état normal des choses, vous devez faire un stage. Cette fois-ci, je ne sais pas comment ça va se passer. En principe, en médecine, les stages sont obligatoires. On ne peut pas assister au cours, quoique c'est indispensable. Mais les stages, on insiste. On ne peut pas... c'est au forgeron qu'on devient forgeron. هكا اللي بغى الحداده يتعلم عند الحداد اللي بغى يولي طبيب لازم المستشفى. Bon, pour la rotation passée, c'était uniquement les cours. Mais vous devez réclamer pour les stages, une fois la Covid terminée. La simulation, c'est une chose. C'est pour la sémiologie, c'est pour les 3e années. Comment dire tu as mis la... ما درناش كتبونا ومن بعد جا الكوفيد. انا قريت لا سيميولوجي عندي. كاين جروب كاين دي جروب داروا ما داروش. Bon, de toute façon, pour chaque module de médecine, sinon il n'y a pas de souci. Hein. Ça marche. Ça va, vous entendez bien? Oui. Alors en principe, la médecine, vous avez la partie théorique, c'est les cours que vous devez maîtriser rapidement. Ensuite, vous avez le stage. Le stage, c'est l'hôpital, c'est les malades, c'est l'examen clinique, c'est la discipline, c'est la tenue, c'est l'interprétation des radios, des scanners. Donc, vous faites les staffs, vous assistez à tout. Pour cette fois-ci, malheureusement, on n'a pas de chance. Alors, pour la partie théorique en pneumologie, vous avez plusieurs chapitres. Le premier chapitre, c'est ça, c'est les infections respiratoires. D'abord, vous avez la tuberculose. Donc, vous avez 4 cours. La tuberculose, infection, tuberculose commune, miliaire et le traitement. Ensuite, vous avez les infections. Vous avez les pneumopathies, les DDB, les abcès du poumon. Faites les autres cours, qui les cancers, le sarcoïdose, les maladies de système. Donc, toujours on commence par les infections, parce que c'est les motifs les plus fréquents. Il faut savoir qu'en pneumologie, en médecine générale, la pneumologie, c'est 30%. Les infections respiratoires, c'est 30% de la consultation. C'est pour ça que vous devez absolument maîtriser le module de pneumo. Léger, comme il y a bronchite, il y a infection, il y a qui masse l'âme à la coup de Covid. Donc la pneumo, c'est important. Pour la pratique, médecine générale, même en dehors de la médecine générale, pour les autres disciplines, c'est important. La radiographie thoracique, hein, vous aurez tout le temps à faire des radios, des ECG. La cardio, c'est l'ECG, c'est important. Il faut le maîtriser. La pneumo, la radio, c'est important. Il faut la maîtriser. Les infections, la grippe, les infections, les sinusites, tout ça, donc ça rentre dans le cadre des infections. Alors aujourd'hui, on va voir une infection bien particulière. C'est la dilatation des bronches, ou la bronche ectasie. Ectasie, en anglais ou en latin, ça veut dire dilatation, ectasie. Alors voici notre plan. On va voir d'abord une petite définition, on va voir la physiopathe, la naphate. On parlera ensuite des étiologies, comment faire le diagnostic, et surtout comment éliminer les autres diagnostics. On va voir l'évolution et on terminera par le traitement. Alors comme définition, la DDB, c'est les 3 initiales des DB, dilatation des bronches. C'est des bronches qui sont dilatées, tout simplement.
Donc, dilatation des bronches ou bronchectasie, en anglais bronchiectasis, voilà, est une augmentation du diamètre des bronches, c'est une augmentation qui est permanente, donc irréversible, du calibre de 1 ou de plusieurs bronches, avec altération de leur fonction. Alors, première description a été faite par Laennec, que vous connaissez certainement. Laennec, vous connaissez Laennec? Le Laennec. L-A-E, Laennec. Vous connaissez pas Laennec? C'est celui qui a inventé le stéthoscope. Le stéthoscope, quand il y avait l'auscultation médiate, ensuite immédiate. Quand il dit un entonnoirisme, il a inventé le stéthoscope qu'on utilise jusqu'à maintenant. Alors, comment il a posé le diagnostic de DDB? Alors, c'est simple, c'est les biopsies post-mortem. Qui montent après le décès, ils font des autopsies, autopsies. Et vous avez un malade qui est décédé suite à un problème respiratoire, il va insister sur le poumon. Alors, il fait des coupes comme ça. Alors, chez certains malades, il trouvait que les bronches elles étaient vraiment augmentées de diamètre. Il a appelé ça DDB. Ça, c'était en 1819, dans son fameux traité de médecine. Donc, définition ancienne, mais c'est une maladie qui présente plusieurs aspects, et donc c'est une maladie, comme toutes les autres disciplines d'ailleurs, c'est quelque chose qui évolue. Chaque fois, vous avez des nouveautés. Alors, pour vous, ce qui vous intéresse le plus, c'est une définition, physiopathe, traitement. Les mises à jour donc, pour l'évolution et tout ça, c'est après. L'idée de discipline, il partage à chaque fois les mises à jour. Donc, moi, ce qui est important maintenant, c'est les grands axes. Alors, voici sur ce schéma deux poumons à droite, poumons à gauche. À droite, c'est normal. À gauche, vous avez les branches qui sont augmentées de volume. Donc, si vous voyez ici, en principe, pour les branches, normalement, le diamètre, il commence grand, on a 2 à 3 cm, et ensuite, il va en diminuant vers la périphérie. La périphérie, en principe, on ne voit pas les branches. Pour la dilatation des branches, c'est à l'inverse, une augmentation du diamètre. Alors, quand les branches, elles sont augmentées de volume, il y aura une stagnation des sécrétions. Ça va expliquer par la suite la clinique. Alors, sur le plan physiopathe, d'abord, comment ça va se traduire? Quelle en est l'origine? Alors, il y a une agression quelque part du poumon. Il y a un mécanisme qui a agressé le poumon. Soit c'est une pollution, soit c'est une infection, une tuberculose, ou autre chose. On va voir par la suite les étiologies. Donc, il y a un mécanisme d'agression initiale. Par exemple, un malade qui a présenté l'infection SARS-CoV-2, Covid-19. J'ai vu un malade ces derniers jours. Avant Covid, il avait un scanner normal. Après Covid, il y avait une dilatation des bronches. Au même territoire où il y avait l'infection. Donc, pour comprendre, pour faire simple, donc je vais commencer par cet exemple. Vous avez un virus qui a attaqué le poumon, donc il a entraîné une altération des défenses immunitaires. Alors, cette altération des défenses va se retentir sur le mécanisme naturel au niveau du poumon qui s'appelle l'épuration mucociliaire. Vous connaissez l'épuration mucociliaire? Dites-moi un petit schéma là pour comprendre c'est quoi l'épuration mucociliaire. La rotation de Framchat. Alors, au niveau du poumon, chaque cellule respiratoire est tapissée de ce qu'on appelle les cils vibratiles. En moyenne, vous avez 200 cils vibratiles au niveau de chaque cellule. C'est des cellules qui sont en train d'effectuer un battement immédiat. Voilà. Donc ça, vous avez une bactérie, un virus, vous avez le SARS-CoV, tout ce que vous voulez, poussière, pollution. Donc, une fois arrivé au niveau du poumon, en principe, les cellules, c'est des cellules ciliaires, dans les cils vibratiles.
qui bougent en permanence. Alors, le mouvement de ces vibrations, il permet à chaque fois l'évacuation de ces micro-organismes, de cette poussière, de cette pollution. Donc, tout ce qui rentre au niveau du poumon, en principe, il est en permanence évacué. La nuit, tu quand tu craches, tu gardes la poussière, donc la noirâtre. Donc c'est un mécanisme de défense naturel qui existe chez tous les humains. Un mécanisme de défense naturel. Donc si vous avez une infection, alors ce mécanisme sera altéré. Qu'est-ce qui va se passer par la suite? Au lieu que les sécrétions sortent, elles vont se stagner. Donc, et quand elles stagnent, ça va favoriser la colonisation d'autres bactéries. Donc s'il n'y a pas d'évacuation, les bactéries elles vont se multiplier et vous aurez une grande quantité inoculante de bactéries. Alors ça va entraîner davantage la sensibilité aux infections. Alors les infections vont stimuler le système immunitaire, il y aura afflux inflammatoires, les cellules inflammatoires vont sécréter les enzymes vont entraîner une altération de la structure des branches. Ils vont attaquer donc c'est des enzymes qui vont attaquer la structure. Elle sera détériorée, altérée et elle va se dilater. Alors, une fois les branches elles sont dilatées, elles vont retenir davantage les sécrétions. Alors, la branche elle est normale comme ça, elle va évacuer facilement. Si elle est dilatée, les cils ne vont pas pouvoir tout évacuer. Donc, il y aura une reprise de l'infection. Et c'est ce qu'on appelle le cercle vicieux de Kohl. Ça a été décrit en 1987. C'est une hypothèse pour expliquer la physiopathe, mais on a remarqué que c'est à peu près ça. Donc le cercle de Kohl, c'est une succession de mécanismes qui vont aboutir à la fin à la dilatation des branches. Donc au départ, on a dit qu'il y aura une altération suite à une agression par une infection ou autre chose, donc qui va faciliter la rétention des micro-organismes et des bactéries qui vont se multiplier. Donc, en principe, on a dit que les branches, c'est l'auto-nettoyage. C'est l'auto-nettoyage. Ça ressemble un petit peu à l'escalator. T'as vu l'escalator? Donc les escaliers automatiques. C'est la même chose. Les poumons, c'est ça. Les battements, tout ce qui rentre doit sortir automatiquement. Donc c'est un mécanisme qui est naturel, sans intervention des cellules de l'immunité. Donc, la charge bactérienne, par le biais des enzymes qu'elle va sécréter, va entraîner une inflammation, et l'inflammation, ça va altérer les tissus. Alors, l'altération tissulaire, entre autres les cils vibratiles, va engendrer une infection, et ainsi de suite. Le cercle que tu vois partout dans les livres s'appelle le cercle de Kohl. Alors, pour les nouvelles publications, alors ce même cercle, il peut être initié à plusieurs endroits. Donc, chaque mécanisme physiopathe peut initier ce cercle. Si on prend par exemple les infections, donc les infections c'est ici, c'est comme les infections respiratoires, les bactéries, les mycobactéries non tuberculeuses, la tuberculose, les pneumonies, qui m'a la SARS-CoV-2. Donc, on peut commencer ici, au niveau de l'infection. Et on va entraîner infection, inflammation, dommages tissulaires et déficit immunitaire. Il y a par contre certaines maladies où le problème initial, c'est une altération de l'épuration mucociliaire. C'est le cas de la dyskinésie ciliaire primitive. C'est ce qu'on appelle la dyskinésie ciliaire primitive. Il y a chez certains malades, les cils ne bougent pas. Donc en principe, ils bougent en permanence comme ça. Il y a des cils qui sont immobiles. Les maladies, les cils immobiles. Qu'est-ce qui va se passer? Donc, quand vous avez les cils immobiles comme ça, ou là, la mucoviscidose, les deux maladies, il y a un problème au niveau des cils. Les cils ne bougent pas. Donc, c'est des malades qui ont en général d'autres anomalies. Les mêmes cils qui existent au niveau de la respiratoire existent au niveau des sinus. Des sinus.
Sinus, donc ça permet aussi l'évacuation des sécrétions qui existent au niveau des sinus. Les sinus, l'inflammation, ça donne ce qu'on appelle les sinusites. Sinusite, quel malade? Je vais te faire un non. Donc c'est des sécrétions qui stagnent. À l'état normal, on peut avoir des sinusites qui répondent au traitement, mais c'est l'histoire de quelques jours. Quand le problème est situé au niveau des cils, c'est des malades qui ont ce qu'on appelle une sinusite chronique. De la sinusite. Les sécrétions en permanence. Donc quand les sécrétions elles sont importantes, elles vont être évacuées de manière mécanique, mais ce n'est pas les cils qui vont les évacuer. Donc malades qui présentent problème au niveau des cils, donc généralement des sinusites, et ils ont aussi parfois un problème de stérilité. Pourquoi? Parce que les spermatozoïdes contiennent des flagelles, c'est le même mécanisme qui fait bouger les flagelles, c'est le même mécanisme qui fait bouger les cils. Donc c'est les mêmes protéines, c'est la dénéine, une structure tubulaire, une structure bien déterminée. Donc s'il y a une anomalie, il peut y avoir des anomalies de la mobilité des spermatozoïdes, ça donne des stérilités masculines. Allez, surtout quand c'est la forme complète, il se met le syndrome de Cartagena, dyskinésie ciliaire primitive, DDB, sinusite chronique, et des fois on trouve des stérilités masculines. Donc, quand le problème est situé au niveau des cils, là au niveau de la mycoviscidose c'est un problème du mucus. Donc vous savez très bien qu'au niveau du poumon, il y a deux types de cellules. Il y a les cellules ciliées, les cellules ciliées, puis les cellules vibratives. Et il y a les cellules mucipares, donc qui sécrètent la mucine, donc les sécrétions bronchiques. Et la mucoviscidose, le problème se situe au niveau des autres cellules qui sécrètent le mucus. Donc elles sécrètent un mucus qui est anormalement épais. En principe, le mucus est fluide, donc il est rapidement évacué. Quand le problème est situé au niveau de ces cellules-là, il devient épais, donc il est difficilement évacué. Avec les enfants, les bébés, ils ne crachent pas, ils déroulent la kiné et tout ça. Les sécrétions de la baisse langue, des sécrétions qui seront collantes, très dures. À la langue, ça donne des bouchons et ça donne des débits. Alors parfois, le problème se situe au niveau de la structure. Il y a chez certains malades qui ont ce qu'on appelle les trachéomégalies. Alors, la trachée, elle est grosse comme ça, et les bronches aussi, elles sont de nature, elles sont grandes. Donc, quand le mécanisme commence par un problème au niveau du cartilage de la trachée, des bronches, il est automatiquement dilaté et ça donne le même cercle. Voilà. Il y a aussi certaines maladies où le mécanisme initial, c'est une inflammation. Parfois, l'inflammation est généralisée. Un malade a une polyarthrite rhumatoïde. Donc, l'inflammation est située dans toutes les articulations, au niveau du poumon, et donc c'est une inflammation généralisée qui va entraîner les dégâts ou l'altération du système respiratoire, altération de l'épuration et bactéries. Donc, de toute façon, pour faire simple, vous avez un cercle qui peut être initié à n'importe quel endroit. Une fois initié, c'est un cercle vicieux. Infection, ensuite vous avez inflammation, dommage tissulaire et rétention de sécrétion. Le résultat final est le même, c'est des bronches qui sont augmentées, dilatées, qui retiennent les sécrétions, et c'est des malades qui présentent tout le temps des crachats. Enfin, pour reconnaître un malade qui présente une DDB, c'est un malade qui crache tout le temps. Ça ressemble un petit peu à la bronchite chronique, mais c'est des malades qui n'ont pas de problème avec la cigarette. C'est un malade qui crache tout le temps. Comme il y a la DDB. On va voir à la clinique tout à l'heure. Donc, bronche normale, bronche dilatée, pleine de sécrétions, malade il excrète en permanence les sécrétions et les expectorations. Alors pour le mécanisme. À l'état normal, vous avez un fil, ce qu'on appelle un fil, sur une couche très fine de mucus qui tapisse les cellules ciliées. Alors les cellules ciliées, les cellules en gobelet ou la crésmion, cellules caliciformes qui sécrètent le mucus. Donc si une bactérie elle est là, grâce au mouvement, elle est évacuée. Alors quand le problème se situe là, suite à une infection ou tout ce que le mécanisme que vous voulez, soit altération ici, soit ici, donc on aura une couche épaisse de sécrétion qui permet la multiplication de bactéries, qui permet l'afflux de polynucléaires et de cellules lymphocytaires et tout ça, qui entraîne
la cascade inflammatoire qu'on a déjà vue. Alors sur le plan anapath, on a dit que ça touche les branches de 2 mm entre la 4e et la 8e division branchique. Vous avez 3 grands types de DDB. Vous avez les DDB qui s'appellent cylindriques, DDB variqueuses et DDB saxiformes ou kystiques. Alors la DDB cylindrique, donc c'est une dilatation de manière cylindrique, comme ça. Donc la branche, elle est dilatée avec le même diamètre du début jusqu'à la fin, ce qu'on appelle la DDB cylindrique. Sur une coupe, on voit ça. Donc, à l'état normal, vous avez une branche et son vaisseau, ils ont pratiquement le même diamètre. L'image avec une opacité et une clarté. Donc, ça c'est la branche, ça c'est la branche, ça c'est le vaisseau. Alors, pour la DDB cylindrique, vous avez ça. L'image, ce qu'on appelle l'image en bague à chaton. Bague à chaton, sur le khadim, il fait hajar. Première phase, donc ce qu'on appelle aussi l'aspect en rail. Les rails vont attaquer une machine. Chemin de fer. Les rails. Donc c'est une DDB qui est parallèle. Ensuite, vous avez la DDB variqueuse. Ça veut dire quoi? Variqueuse, donc, on l'a aussi moniliforme. Donc c'est une alternance de dilatation et de rétrécissement. Regarde les branches. Dilatation, rétrécissement. Dilatation, ce qu'on appelle aussi en chapelet. Dilatation en chapelet. Chapelet est subha. Et la forme la plus évoluée, c'est des DDB kystiques. Donc la branche est remplacée carrément par une sorte de kyste. Voilà. Donc voici les 3 types. C'est selon Red. C'est Red qui a fait cette classification dans les années 60. Alors ça c'était la macroscopie. Alors sur le plan microscopique, on a dit qu'il y a une altération au niveau de la structure. Donc l'inflammation, elle siège surtout au niveau de la muqueuse, donc elle est siège d'une infiltration à base de lymphocytes et de macrophages, avec inflammation du chorion et épaississement. Ensuite, vous avez, quand l'inflammation elle dure dans le temps, on aura une destruction de l'armature fibrocartilagineuse, ce qui donne une dilatation. Donc, une fois les anneaux, les trachées ou les branches, vous avez des anneaux comme ça. Donc, une fois elles sont détruites, ces anneaux-là seront dilatés. Et donc, on a dit que c'est des stades, donc DDB cylindrique, moniliforme, ensuite kystique. Le maximum de lésions, on le trouve dans la DDB kystique, où carrément la branche est remplacée par un tissu fibreux. Alors, vous avez à côté une nouvelle vascularisation qui apparaît. Donc, les branches elles sont entourées d'une nouvelle vascularisation, ce qui donne des hémoptysies. Donc, les malades qui ont une DDB, ils ont assez souvent des crachats hémoptoïdes, parfois des hémoptysies de grande abondance. Alors, toutes ces lésions évoluent. On a dit que c'est un cercle vicieux. Donc, les lésions, vous le voyez cette année, l'année prochaine, on peut avoir des lésions supplémentaires. Donc ça c'est pour comprendre qu'est-ce qui va se passer au niveau de la DDB. Pour les étiologies, on a dit que la DDB c'est la partie apparente de l'iceberg. De l'iceberg, Jebel Jalid et Tchouf Fouga, donc quand on a une DDB, on doit toujours chercher quelle est la cause de cette DDB. On a dit qu'il y a plusieurs mécanismes, on essaye de trouver. Alors pour simplifier, on a 2 types de DDB. Il y a les DDB localisés, ça veut dire quoi localisé? Un seul territoire. Et il y a les DDB diffuses, donc les 2 poumons sont atteints de DDB. Quand la DDB est localisée, ça suppose qu'il y avait quelque chose au niveau de la branche qui a entraîné, donc c'est une cause locale. Soit c'est une tumeur bronchique, tumeur bénigne par exemple, qui a obstrué la branche. Donc si on a une obstruction de la branche, il y aura un défaut d'épuration mucociliaire. Donc, si la branche n'est pas bien drainée, il y aura une stagnation de sécrétion et par la suite des débits. Alors généralement, les séquelles de tuberculose pulmonaire, surtout quand vous avez un territoire bien atteint, ça peut laisser comme séquelle une DDB. Et vous avez les compressions ganglionnaires. Donc la branche, elle est là, elle peut être soit comprimée de l'intérieur, donc c'est une tumeur ou la sténose corps étranger. En général, chez l'enfant, on doit chercher le corps étranger. On peut trouver un corps étranger au niveau de la branche.
Là, avaler une cacahuète là, elle est passée dans une branche, ça va donner des infections, des abcès, des pneumopathies à répétition et qui peut laisser comme séquelle une DDB. Voilà, corps étranger, sténose, compression extrinsèque, donc les ganglions, elles sont extra-bronchiques. Donc vous avez une branche, les ganglions, elles sont situées à l'extérieur, mais elles peuvent, quand elles sont hypertrophiées, elles peuvent comprimer les branches. Quand la branche elle est comme ça, quand elle est comprimée, hein, on aura un défaut d'épuration mucociliaire. Alors, deuxième grand chapitre, c'est les DDB diffuses. Quand la DDB est diffuse, ça touche les deux poumons, ça suppose que le mécanisme est général. Donc, plusieurs mécanismes, soit c'est les infections, hein, infections étendues, qui m'a donné le corps, les virus, surtout les virus de la petite enfance. Là, pour la DDB, on cherche toujours, est-ce qu'il y a une notion de coqueluche ou de rougeole pendant l'enfance? Les infections étendues au niveau du poumon, ça peut laisser comme séquelle une DDB à l'âge adulte. Il y a aussi les aspergilloses bronchopulmonaires allergiques. Les aspergilloses, c'est un champignon, c'est des filaments qui existent dans la nature. Et on les inhale en permanence, mais ça peut donner chez certains patients une allergie. Oui, pas de souci. Et qui peut se manifester par des DDB proximales. L'inhalation de produits toxiques, un gaz toxique ou la pollution, là, ça peut entraîner une inflammation généralisée et qui peut donner par la suite une DDB. Il y a aussi la mucoviscidose, une maladie générale, génétique, récessive en général, qui donne un problème diffus, ça donne des DDB dans les deux côtés. Il y a aussi les dyskinésies, on a vu les dyskinésies ciliaires primitives, surtout le syndrome de Cartagena. Le syndrome de Cartagena, c'est les cils qui ne bougent pas, on trouve généralement tout à l'envers, ce qu'on appelle le situs inversus. Malgré le cœur à gauche, plutôt à droite, on trouve une DDB, une sinusite chronique et une stérilité. Et il y a aussi les déficits immunitaires, qu'ils soient primaires ou secondaires. Déficits immunitaires primitifs, c'est les hypogamma, les hypocomplémentémines, les gamma-globulines, il y a une classe qui est basse, les IgG ou les IgA. Ou là, les sous-classes, les IgG ferment les sous-classes. 1, 2, 3, 4. Et soit elle est acquise, donc déficit immunitaire acquis, suite à une chimiothérapie, à un cancer, à une transplantation, à une corticothérapie prolongée, une maladie sous corticoïde au long cours, présente une immunodépression. Il y a aussi les maladies de système. Quand c'est diffus, c'est bilatéral, on doit chercher une maladie de système. Polyarthrite rhumatoïde, maladie de Crohn, l'RCVH, tout ça. Alors, je résume. DDB localisé, chercher une cause locale. DDB généralisé, chercher une cause générale. Ça peut être une infection ancienne, tuberculose, tout ça, aspergillose, inhalation, maladie génétique, maladie de système, maladie de l'immunité, tout ça, ça peut donner une DDB. Donc on a dit une seule maladie, mais les étiologies, elles sont multiples. Alors, pour faire le diagnostic, c'est simple. D'abord, on commence par la clinique. Donc, c'est des malades généralement qui consultent soit pour des tableaux d'infection respiratoire répétés. En général, c'est des malades qui crachent tout le temps. Ce qu'on appelle aussi la bronchorrhée purulente. Bronchorrhée, qui va diarrhée. Rhée, ça veut dire écoulement. Bronchorrhée. Donc, c'est un malade qui a tout le temps une expectoration. En général, cette expectoration, elle est matinale. Et elle est ancienne et chronique. Ça pose un petit... C'est un inconfort pour le malade, surtout pour les femmes. Un malade, chaque jour, on a le crachat, l'odeur fétide et tout ça. Tout le temps, elle crache. C'est pas confortable pour les malades, surtout pour les femmes. Donc, crachat chronique ancien, crachat répété, infection répétée, hémoptysie, on a dit les hémoptysies, ça existe. C'est une néovascularisation qui existe au niveau de l'artère respiratoire. Quand les lésions elles sont étendues, on aura une dyspnée. Donc si les dégâts sont importants au niveau des branches, on aura une dyspnée. Parfois c'est un asthme qui est difficile à équilibrer. Malade il est suivi pour un asthme parce qu'il a des sibilants. On le met sous traitement, sous spray, tout ça. Ça ne marche pas. Quand ça ne marche pas, il faut chercher autre chose. Entre autres, c'est la DDB. Et parfois c'est un examen systématique. On fait une TDM pour un malade, pour une autre étiologie, on trouve une DDB qui est silencieuse. Alors, si on a un malade qui se plaint, donc DDB ou un malade qui se présente des crachats répétés, une bronchorrhée, tout ça, on doit
l'examiner. Alors en général, l'examen pour la DDB est normal. On ne trouve pas beaucoup de choses. Quand la forme est évoluée, on peut trouver ce qu'on appelle l'hypocratisme digital. Clubbing en anglais. C'est un aspect en baguette de tambour qui m'a dit comme schéma. Ça traduit l'atteinte respiratoire ou l'insuffisance respiratoire chronique. Donc quand on a ça, il faut toujours chercher un problème respiratoire. Alors l'auscultation en général est normale et on peut trouver des râles sibilants, sauf un malade qui est ausculté, il s'affirme, râle sibilant, la râle crépitant, ou là les râles bronchiques. On peut parfois trouver les 300 ensemble, ce qu'on appelle l'auscultation en tempête de neige. Alors, il faut toujours rechercher les signes de retentissement. Donc on a dit maladie respiratoire, ça peut évoluer vers l'insuffisance respiratoire si les territoires sont importants, les territoires touchés sont importants. Et on recherche toujours, des fois on trouve une sinusite associée. Donc on fait un examen ORL et un examen bucco-dentaire. Les malades qui ont en général un mauvais état bucco-dentaire. Alors, examen clinique, ensuite on fait l'imagerie, la radio. C'est un examen très important, ça permet de poser le diagnostic. Alors on commence toujours par une radio. Si vous avez un problème respiratoire, malade qui tousse, qui crache, malade qui a une hémoptysie, qui a des douleurs thoraciques, on fait une radio. Alors pour la DDB, ça dépend des formes. Pour les formes DDB cylindriques, on peut ne pas rien, ou ne pas voir du tout les images. Et on peut parfois voir des images en rail qui me goûtent comme DDB. Surtout quand c'est rempli de sécrétion, on peut l'avoir sous forme d'opacité, c'est blanc. Donc soit c'est des clartés tubulées, soit c'est des opacités tubulées. Et parfois on a carrément des images kystiques juxtaposées, surtout pour la forme kystique. Et parfois je peux montrer des complications comme les abcès, les pleurésies et tout ça. Alors, avant le scanner, on utilisait cette technique qui s'appelle la bronchographie au lipiodol. Le lipiodol, c'est un produit c'est un produit de contraste qui est visible sur la radio. On fait une petite fibroscopie et on injecte le produit de contraste. Alors, le produit de contraste, il va dessiner les branches et immédiatement on fait une radio. Ça vous montre tous les branches comme ça dessinées et on cherche où est la branche qui est dilatée. Mais c'est un examen qui est invasif. Pourquoi? Parce qu'on a besoin d'abord de faire une fibroscopie et deuxièmement, on injecte un produit de contraste. Les produits de contraste, ça donne beaucoup d'allergies. C'est une technique qui est actuellement abandonnée. Donc sur cette radio, vous voyez c'est des branches qui sont normales. La branche normale, ça commence avec un grand diamètre et ensuite le diamètre, il se rétrécit jusqu'à la disparition. Le dernier centimètre, je vous fais, ouais. Quand c'est le diamètre qui est toujours augmenté du début jusqu'à la fin, on parle là ici de DDB qui est cylindrique. Parfois on trouve des DDB qui sont moniliformes ou kystiques. Mais c'est une méthode actuellement abandonnée. Pourquoi? Parce qu'il y a la TDM HR, ou la haute résolution, en coupe fine. Donc si on suspecte une DDB, on doit demander une TDM ou un scanner thoracique en haute définition. Alors c'est l'examen actuellement de référence qui permet de voir les signes de la DDB, qui sont d'abord l'épaississement de la paroi. On a dit que la paroi est le siège de l'inflammation, donc on trouve une paroi qui est épaisse. Alors quand c'est des coupes comme ça, on voit ce qu'on appelle l'image en bague à chaton. Donc grosse branche avec une artère qui est normale. Ça permet aussi de montrer la topographie des lésions. C'est le lobe inférieur, c'est le lobe moyen, c'est à droite, c'est à gauche. Et elle montre l'anapathe, c'est-à-dire cylindrique, variqueuse ou moniliforme ou la kystique. Donc, pour faire simple, voici une artère, une branche qui sont normales, elles ont le même diamètre. Si vous trouvez la branche qui est augmentée, c'est DDB, et l'inverse, on le trouve généralement dans l'HTAP, l'hypertension artérielle pulmonaire. Alors, sur cette coupe scanographique, donc voici une coupe scanographique, vous avez toujours l'image en jumelles, jumelles ou même. La branche et l'artère, ils ont la même taille. Branche, artère, la même taille. Toujours la même taille, la branche et l'artère. Chef-toi. Toujours une gaubite de la branche et l'artère. Alors, par contre, si vous avez une dilatation des branches, là, vous voyez qu'il y a une dilatation cylindrique. Alors, cylindrique, si on arrive à voir la branche sur la même coupe, on peut dire que c'est cylindrique. Mais en général, la TDM, c'est des coupes. Là, il se met à la tomodensitométrie, ça veut dire que c'est des coupes. On a une coupe. Alors sur la coupe, on peut voir la branche. La branche, elle est
D'accord. Mais vous avez la branche qui est très augmentée par rapport à l'artère. C'est ce qu'on appelle l'image en bague à chaton. Il y a la bague الخاتم تاع الحجر, bague à chaton. شفتوها؟ la même image نلقاوها. Bague à chaton, bague à chaton. C'est la même image. Donc parfois quand c'est la coupe comme ça, on peut voir la DDB qui est cylindrique. شفتوها? On a les branches normales, mais cette branche, elle est dilatée de manière cylindrique. C'est cylindrique. شفتوها? Là, c'est moniliforme, donc alternance de rétrécissement et de dilatation. Rétrécissement, dilatation. Allez, c'est cylindrique. Allez, c'est carrément kystique. Image de DDB kystique. Il y a plusieurs images en bague à chaton, mais le diamètre est tellement important que ça réalise ce qu'on appelle les DDB kystiques avec un petit niveau là qui signale l'infection. Quand il y a une infection, donc les sécrétions elles stagnent ici. Même chose, DDB, toujours adossé les DDB cylindriques. Alors, DDB kystique bilatéral. Vous voyez, branches qui sont remplacées carrément par des images kystiques. Allez sur la radio. Donc là, c'est une radio avec des images aréolaires kystiques, avec un niveau là. C'est une DDB kystique. Le même malade chez lequel on a fait un scanner, voici qu'est-ce qu'on a trouvé. C'est tellement détruit que ça réalise une DDB avec des sécrétions importantes, ce qu'on appelle la DDB surinfectée. Vous voyez là ici, c'est DDB étendu sur tout le territoire, ça peut aller jusqu'à cette taille pour la forme kystique. Nous avons fait une branche simple, nous avons fait un kyste, carrément un kyste. Alors sur cette radio, vous voyez qu'il y a plusieurs DDB, un moniliforme, kystique parfois, mais vous avez un cœur qui est situé à droite. Ça veut dire que il faut faire très attention pour les DDB. On peut avoir une dyskinésie ciliaire primitive, surtout la forme du syndrome de Cartagena, où tout est à l'envers. Le cœur qui go à l'envers, malade et qu'un situs inversus complet, où il n'y a même l'estomac, tout le corps est à l'envers. Ok, situs qu'un la dextrocardisme, avec le cœur à gauche. Voilà. Mais de toute façon, si on trouve ça avec DDB, il faut penser d'emblée au syndrome de Cartagena. Qui m'a la radio. Des fois, les techniciens, quand ils font une radio, ils laissent le cœur à gauche, ou ils mettent le nom, le prénom. Mais quand des fois, la cassette, ils mettent ce qu'on appelle l'orientation. Ils mettent soit L, left, ou la G en français, gauche. Là, on dit que left, il y a donc, ça c'est la gauche, ça c'est la droite. Donc, c'est un syndrome de Cartagena. Très bien. Comme un CD. Je vais un CD, tu es un malade. Nous l'exécutable. Alors on a dit que si on suspecte une DDB, on doit demander. Ça marche pas. On doit demander une TDM thoracique en coupe fine pour mieux voir les branches. Vous avez plusieurs techniques. الانتيفيروس ما حبش نمشي. Alors on a vu la clinique, on a dit que c'est une bronchorrhée, c'est des expectorations, c'est des hémoptysies, malade qui a un hypocratisme digital, il crache tout le temps, il a beaucoup d'infections, parfois c'est un asthme, malade qui sévit.
On fait la radio, des fois on trouve des lésions, des fois non, mais quand on a une forte suspicion, on demande d'emblée le scanner, haute résolution, HR. Il vous montre bien le parenchyme et vous trouvez les lésions de la DTB. On complète par un bilan biologique, surtout le CBC, qui met le CBU, c'est l'examen cytobactériologique des urines. On peut faire le CBC, c'est l'examen cytobactériologique des crachats. Voilà. Donc, il vous permet de trouver un germe, soit un pseudomonas, ou un staphylocoque, ou un germe. Donc, parfois, il montre même l'aspergillus. Il demande aussi un NFS, l'AFANAS, et normalement, c'est la NFS. Numération de la formule sanguine, mais je formule de la numération sanguine, NFS, l'AFANAS. Ou la hémogramme, tout simplement, hémogramme, NFS. Bon, en général, c'est normal, mais parfois, il peut montrer une hyperleucocytose polynucléaire. On demande aussi si on suspecte une sérologie, une aspergillose, de demander la sérologie aspergillaire ou les anticorps. On peut faire, pour la recherche d'un déficit immunitaire, une électrophorèse des protéines. L'électrophorèse, elle vous montre les protéines. Vous avez alpha, bêta. Quand on suspecte un défaut de l'immunité, c'est en général les gamma, les IgG, il y a un défaut. Voilà. On peut dans les classes ou les sous-classes. On cherche parfois le déficit en alpha-antitrypsine qui est très rare. Les anticorps anticytoplasme des polynucléaires. Test à la sueur. Le test à la sueur, il permet de diagnostiquer la mucoviscidose. La mucoviscidose, c'est une maladie qui touche les bébés qui ont un problème de mucus. Ils ne sécrètent pas bien le mucus. Enfin, il faut aller tester à la sueur. Avant, ils prenaient les bébés. Quand ils les goûtent, ils يلقاهم مالح طفل مالح على واه مالح الطفل هذا salé, un goût salé. Donc on a trouvé que le mécanisme c'est une inversion de la pompe. Quand une pompe la sueur, normalement le chlore ما يخرج la pompe elle est inversée et au niveau des branches c'est le contraire. Donc c'est au lieu d'avoir des sécrétions qui sont fluides, c'est un problème de sécrétion. Les canaux, les CFTR, les canaux de transfert du chlore, ils ne permettent pas la sécrétion du chlore. Donc le mucus, il est très épais. Au niveau de la sueur, c'est l'inverse. Donc ce qu'on fait, ce qu'on appelle le test à la sueur. Le test de la sueur, donc on dose le chlore au niveau de la sueur. Il va augmenter. Ça permet de poser le diagnostic de la mucoviscidose. Il y a d'autres tests qui sont les tests génétiques. C'est des mutations bien déterminées. Des mutations qui permettent de poser le diagnostic de la mucoviscidose. Là, c'est un malade qui font beaucoup d'infections, surtout les mycobactéries atypiques ou les BK. Donc, on demande systématiquement le CBC et la recherche de BK dans les crânes. On demande aussi une endoscopie si on suspecte une DTB localisée. Donc, DTB localisée, il faut chercher quelque chose au niveau de la branche, soit tumeur, soit corps étranger, c'est des corps étrangers. Alors, surtout chez l'enfant, quand il avale quelque chose au niveau de ses poumons, il ne va pas vous le dire. Il va te faire une cacahuète, il va c'est un malade qui fait des infections. Quand vous faites la radio, vous ne trouvez rien, puisque la radio, elle montre que les objets qui sont radio opaques, c'est-à-dire métalliques. Surtout les jeunes filles, des fois, quand tu as une sac, donc les épingles, on les trouve, puisqu'ils sont métalliques. La radio, on a un sac, mais les cacahuètes, ou là, حبة بربوشة ولا كيما وحدة جاتنا قالت لي دخلت لي ذبانة في ريتي خرجوها لي. C'est des corps étrangers de nature biologique. Alors en général, seront dégradés. Les problèmes dans la cacahuète, c'est qu'elle est difficile à digérer. Donc, tibqa lasga, et c'est un malade qui vient pour des abcès ou des pneumopathies, et à la longue, ça donne des DB. Donc, si on suspecte des DB localisés, il faut faire une endoscopie. On chauffe l'endoscope, on chauffe le territoire, par exemple, suspecter dans le lobe moyen, on va le lobe moyen, on chauffe. Quand on trouve quelque chose, on doit l'enlever. Qui m'a par exemple les trucs métalliques, les épingles, comme c'est facile, avec une petite pince, c'est difficile, c'est un petit peu difficile. Le problème, c'est les cacahuètes ou les corps biologiques,
Donc, il y a une autre technique, اسموها مش لا thermocoagulation, راح لي اسمها تاع le froid, la cryothérapie. Qu'est-ce qu'on fait? On met à l'intérieur une sonde, avec la sonde, ensuite c'est un refroidissement تبرد خلاص كي تبرد يجمد la cacahuète تلصق فيها نخرجها. Bon, c'est des techniques اللي حنا ما عندناش، هذه كاينه في الجي ما تمشيش ثاني مي ايور يديروها. انا نحكي لكم اليوم انا في التيوريك لا فيبروسكوبي سا اكزيست عندنا اللي هذو اللي يجيو بلي زيبانغ الكل نحيوه، بصح هذو تاع لي كاكاوات جينيرال سي دي زونفون كبار ما يجيوش بور لي كاكاوات، يجيو سي دي كونسير ولا سي دي تروك. دونك اون في لا فيبروسكوبي نورمال مي ce qu'on appelle la fibroscopie interventionnelle. Donc تدخل pour faire un geste, soit qu'un laser, soit la cryothérapie, soit autre chose, la mise en place de stents. هذوك كل ما كاش اللي يديرهم تقريبا في الجزائر. On fait que les corps étrangers. Et encore les corps étrangers de nature métallique. Pour l'enfant, c'est la kinésithérapie. La kiné ou là avec les pinces, mais l'idéal théorique. L'idéal c'est la cryothérapie. C'est très joli. Je n'ai pas de problème avec le Jazair. On a la médecine. كل واحد وش يدير. Alors la deuxième chose qu'elle permet l'endoscopie, c'est de réaliser un LBA, ce qu'on appelle lavage bronchiolo-alvéolaire. Ça veut dire quoi? On va laver le territoire de un lavage. Ce n'est pas un lavage dans le but thérapeutique, c'est un lavage pour un but diagnostique. C'est-à-dire qu'on met une quantité de sérum qu'on va récupérer et on fait l'analyse cytologique, bactériologique, virologique, les recherches de VK, de mycobactéries, l'étude minéralogique. Donc il y a plusieurs études. Ensuite, on peut faire l'EFR. L'EFR, c'est l'exploration fonctionnelle respiratoire qui permet de voir est-ce qu'il y a une obstruction, la restriction. Donc, on demande au patient de souffler dans un appareil qui s'appelle le spiromètre, qui est une souffle. Il faut qu'il y ait une obstruction ou la restriction. En général, on trouve une EFR normale, mais ça dépend des formes. On peut trouver des formes obstructives ou restrictives. Alors, on fait aussi les gaz du sang. Les gaz du sang, on fait un petit échantillon de sang artériel, mais veineux, qui déroule les analyses. Un sang veineux. Quand on cherche les gaz du sang, ça veut dire qu'on cherche la pression, l'oxygène, le CO2, là, c'est un sang artériel. Non, l'artère radiale. On repère l'artère dans le pic et immédiatement, on fait le gazomètre. Il y a PaO2, PaCO2, pH. Bon, on ne le fait pas systématiquement. Et il y a aussi les tests d'effort, les tests de marche de 6 minutes. Malade, il marche 6 minutes et on calcule la distance. Les malades généralement qui ont un problème respiratoire, la distance compte, elle est petite. Il fait 6 minutes, il marche une petite distance. Bon, c'est ça, c'est le domaine de leur spécialité. Donc je résume. Malade qui tousse, qui crache, qui a une hémoptysie, suspectez une TDB, vous l'examinez, demandez une radio. Si ça vous va, tant mieux. Si ça ne marche pas, vous demandez un scanner pour mieux voir les images. Alors, si vous avez des images en rail ou la TDB cylindrique, donc vous posez le diagnostic, il n'y a pas de problème. Vous complétez, TDB localisé, flatine fibro, on fait l'étude d'aller crash, on demande un bilan général. Si on suspecte une cause générale, on s'oriente en fonction de l'examen clinique du bilan. Quand il fait un déficit immunitaire chez l'enfant, demander dosage des anticorps. Mais on a un bilan standard quand on lui demande avec la tête en fouque. Alors maintenant, c'est pas tous les malades qui crachent. C'est pas celui qui tout ce qui crache, c'est pas de la DDB. Ou là, tout ce qui crache, c'est pas de la tuberculose. Vous avez la tuberculose, malade atteint de tuberculose, t'as un crachat qui remonte à 2 ou 3 mois avec des hémoptysies, après la tuberculose, hémoptysie, crachat. Asthénite, le tableau général. La bronchite chronique chez les fumeurs, qu'il faut observer tout le temps, ils crachent. C'est une bronchite chronique liée au tabac. Quand on fait la TDM, on trouve de l'emphysème, on ne trouve pas la DD. Et l'asthme qui chante, ils ont généralement les rats sibilants. Lorsque tu regardes les sibilants. Bon, c'est les 3 grands diagnostics, mais en fonction de chaque malade, vous avez des diagnostics. Alors, pour l'évolution, les malades qui présentent une DDB, on a dit que c'est une maladie
permanente, une dilatation permanente et irréversible. Chez les DDB, mais il est normal, ça n'existe pas. Sauf chez certains enfants, qu'elle peut être réversible. Et la question est posée dans la rotation des faits. La DDB, est-ce qu'elle est réversible? Non. Et la réponse c'est non réversible. Là, on dit réversible sous bronchodilatateur, sous anticholinergie, La question c'est une maladie qui n'est pas réversible, tout court. Donc, on a dit maladie irréversible, donc les maladies chroniques, donc c'est un crachat tout le temps, mais c'est des malades qui font des exacerbations. La exacerbation, c'est une exagération des symptômes. Qui m'a par exemple l'asthme, les malades asthmatiques, ou bien, on va dire qu'une crise d'asthme. Crise d'asthme, c'est ce qu'on appelle aussi l'exacerbation d'asthme. Les BPCO, une maladie de fond, ils font des exacerbations. Les diabétiques qui ont la quelques jours, ils vont déséquilibrer. C'est la même chose. Donc pour la DDB, les maladies respiratoires chroniques, on parle d'exacerbation, ça veut dire quoi? Exagération des symptômes quotidiens. Madame, des symptômes quotidiens. Malade, il crache tout le temps, il a une dyspnée, mais quand il fait une exacerbation, c'est l'augmentation du volume des crachats, l'augmentation de l'aspect purulent des crachats, qu'on jaunâtre, il est verdâtre. Il faut savoir que verdâtre, ça veut dire en général infecté. Jaunâtre, c'est les polynucléaires. Les polynucléaires, les crachats, c'est comme jaunâtre, pas de souci. Mais quand c'est verdâtre, en général, c'est infecté. Donc, vous avez apparition de la fièvre, maladie qu'on la baisse des débits, mais il fait la fièvre, ça veut dire qu'il fait de l'infection, il a une exagération des symptômes. Vous avez des signes auscultatoires, qu'un malade la baisse, quand vous auscultez, vous avez des râles crépitants. Les râles crépitants, ça veut dire c'est infecté. Altération de l'état général, voilà, augmentation de la toux et tout ça. Ou là, des nouvelles images radiologiques. Malade Actafou, vous le connaissez, DDB, quand vous faites une radio, vous trouvez un autre territoire infecté. Là, on parle d'une exacerbation. Donc, malade, il a une DDB. Des fois, il fait des exacerbations. Des fois, il fait des hémoptésies. Hémoptésie, malade, il crache du sang. On doit traiter de manière symptomatique. Vous allez voir le cours des hémoptésies, comment régler le problème. Et l'évolution au long cours. Donc, malade, il fait des exacerbations, hémoptésie. Ben, après quelques années, si les lésions sont étendues, il va donner ce qu'on appelle l'insuffisance respiratoire chronique. Al-qosor tanaffusi, qui est l'insuffisance rénale, qosor al-kalawi, insuffisance L'insuffisance respiratoire, c'est les malades qui terminent avec l'oxygène. Malade de l'oxygène, parce que le poumon n'assure plus sa fonction principale qui est la respiration. Le poumon, il filtre l'air, il filtre l'oxygène, il tire l'oxygène vers le sang. Donc, si on arrive à un stade où les lésions sont tellement importantes, je trouve le Covid, un malade coule de l'oxygène, parce que les dégâts sont très importants. La phase inflammatoire, le poumon coulé atteint, donc on est obligé de supplémenter par de l'oxygène. On a 2, 3, 5, 40 litres, des fois on a 40 litres, le malade de l'oxygène. Qu'un libre. Donc, les DDB, comme les BPCO, comme les maladies respiratoires chroniques, qui sont progressives, à la longue, ça évolue vers l'insuffisance respiratoire. Ça, qui veut dire insuffisance respiratoire, veut dire oxygène en long. Voilà. Alors, pour terminer, on va voir le traitement. Le traitement, donc vous avez plusieurs volets. Il y a le traitement chirurgical, il y a le traitement médical et le traitement des complications. On va commencer par le traitement chirurgical. Alors, vous avez une DDB, on propose la chirurgie. C'est logique dans la mesure où on a un problème, on l'enlève. Le seul traitement efficace de la médecine, en dehors des infections, c'est la chirurgie. La chimio, ça ne marche pas, ça marche pas. C'est exceptionnel. Donc les traitements les plus efficaces, c'est les antibiotiques. Ensuite, là, vous avez la chirurgie. C'est un traitement curatif. Donc si vous avez une DDB qui est localisée un seul territoire, un seul lobe, donc en général, DDB localisé, ça veut dire cause locale, avec surinfection multiple, avec des hémoptésies, avec des complications et tout ça, on l'adresse en chirurgie, malade maintenant la chirurgie. Donc, qu'est-ce qu'il fait le chirurgien? Il va enlever le territoire atteint de DDB. Le lobe inférieur, le lobe moyen, il l'enlève et le malade sera guéri. C'est bon. Si ce n'est pas le DDB qui est localisé avec plusieurs complications, c'est le traitement médical. Alors, en fonction du cercle, vous avez plusieurs cibles thérapeutiques. Alors, on a en général les malades
Ils consultent quand ils ont. Les malades consultent pour des exacerbations. Malade qu'on l'a basse, quand tu fais une exacerbation, oui, j'ai consulté un tabib. Faut que je me dise qu'il y a un crachat, je ne sais pas, les mortésies. Là, si on connaît le diagnostic, c'est mieux. Le malade, vous le connaissez, il a une DDB, donc vous allez renforcer le traitement. Mais sinon, on traite de manière générale. Ensuite, quand le malade est calme, on demande une TDA. Alors, pour l'exacerbation, généralement, l'exacerbation, la cause la plus fréquente, c'est l'infection, les infections. On doit automatiquement mettre le malade sous antibiotiques, mais en fonction de l'ECBC. Si on demande un ECBC et on trouve un germe, on traite en fonction de l'antibiogramme. Mais quand on isole un pseudomonas, en général, le pseudomonas, on donne un traitement antibiotique adapté, c'est les fluoroquinolones, et de manière prolongée, 20 jours la plus. Parce que le pseudomonas a des maladies respiratoires chroniques, surtout la DDB, ils vont acquérir un pseudomonas. À la longue, ils vont attraper un mycoviscidose, DDB, tout ça. À la longue, ils vont avoir cette infection à pseudomonas qui est une infection astreignante pour le malade. Mais tu après quelques mois, donc, de manière aveugle, donc si on veut pas, si on n'a pas fait l'antibiogramme, on donne un traitement antibiotique large spectre. Ça veut dire qu'il couvre les germes. On donne l'augmentin. L'augmentin, c'est l'amoxicilline acide clavulanique. 3 grammes par jour, pendant 2 semaines, 10 à 14 jours en général, par voie orale. Si on a un pseudomonas, on donne la Cipro, il y a d'autres antibiotiques. Sinon, c'est la kinésithérapie. Là, on prescrit la kinésithérapie. C'est des malades qui ont beaucoup de sécrétions, qui mènent les bébés. Les bébés qui ont جايز دائما يهزوا الطفل يقعدوا يغنيوا له ويضربوا على العظام. هذاك الضرب هذاك ça va permettre de faire bouger les sécrétions. تحرك له في les sécrétions هذوك malade il va cracher. Donc pour les DDB en général, on prescrit la kinésithérapie respiratoire. C'est un volet à part. La kiné en général, le principe c'est le même, c'est la vibration. Il y a beaucoup de techniques. Le malade, on lui donne des coups sur le dos de manière circulaire et il va cracher. Donc il traite les sécrétions. Bon, on le donne la phase d'exacerbation là pour le traitement de fond. Donc l'antibiotique, la kiné, traitement. On peut donner les bronchodilatateurs si on a une réversibilité. Corticoïdes si l'infection est importante là, avec les expectorants, la mucolytique. Alors pour le traitement au long cours, donc le malade n'est pas en exacerbation, mais c'est un malade connu d'une DDB, chaque 3 mois il consulte pour son traitement. Climat diabétique, chaque 3 mois il se l'insuline. En général, les DDB, l'objectif du traitement c'est quoi? C'est d'avoir le minimum de symptômes. J'ai qu'une femme, elle est crachats tout le temps. On a intérêt à instaurer un traitement comme ça, elle aura moins de symptômes. Donc l'objectif c'est toujours d'avoir moins de symptômes, meilleure qualité de vie, et éviter les exacerbations. Alors il y a les premiers volets, c'est la prévention vaccinale. Pour les malades qui ont une maladie respiratoire chronique, ou même pour les autres maladies diabétiques, tout ça, on propose le vaccin antigrippal et le vaccin antipneumococcique chaque 5 ans pour les maladies respiratoires. Donc, l'éducation thérapeutique, pour les maladies chroniques, l'éducation c'est un volet très important. Une maladie chronique, AHBA, doit la connaître. Il doit connaître sa maladie. Un diabétique, il faut que tu aies de l'insuline, mais l'asthmatique, il a fait utiliser les sprétins. Même chose, DDB, on lui apprend comment faire la kiné chez lui, comment éviter les facteurs de risque. Une infection qui m'a allé l'essentiel, on doit faire une bonne éducation aux patients. Comme ça, on évite les complications. La kiné, on a dit, c'est une kinésithérapie quotidienne, voire bi-quotidienne. Maladie de la kiné, de la chia. Donc, pourquoi le matin? Donc, il y a une accumulation de sécrétions la nuit. La nuit, le poumon est amer les sécrétions. Donc le malade qui nous une toilette, la toilette bronchique, sur les nettoyer les bronches chaque matin, les DDB. D'ailleurs, la première question qu'on pose,
Est-ce que tu as une bronchorrhée matinale? Est-ce que tu نخم كل صباح؟ نخم كل صباح. En général يقول لك هي كل يوم يقول chaque jour. إذا كانت le matin برك c'est la toilette bronchique تلقى la DDB ماهيش étendue donc le malade fait les sécrétions la nuit, le matin il crache ou le reste de la journée il est tranquille. Mais certains malades qui ont des DDB kystiques ils ont les crachats en permanence. Donc la kinésithérapie c'est important, bi-quotidienne, quotidienne, soit par le malade, soit par son accompagnant. La kinésithérapie. Il y a plusieurs techniques, mais c'est une spécialité à la kiné. Alors, on a la vaccination, l'arrêt de tabac, c'est important. Le tabac, le rôle du tabac, c'est quoi le rôle du tabac? Alors, le rôle du tabac, alors, à côté de ses effets cancérigènes, il entraîne une paralysie des cils vibrateurs transitoire, paralysie transitoire. Tu as une maladie de Kiev, le moment où les sécrétions, généralement les malades, les fumeurs, quand ils font le sevrage tabagique, pourquoi? Parce que les cils étaient au départ immobiles. Quand il a sevré le tabac, les cellules vont reprendre leur activité normale, ils vont commencer à battre. Donc, les malades étaient les sécrétions. Bon, c'est une explication parmi d'autres. Donc, l'arrêt du tabac, les autres polluants, c'est nocif pour le poumon, surtout pour les maladies chroniques comme la DDB. Traitement des infections sinusiennes, ORL, généralement les problèmes dentaires, les malades ils font ce qu'on appelle les micro-aspirations. Donc c'est tout le temps infecté. Donc les micro-aspirations, ça passe au niveau du poumon, ça peut créer des problèmes respiratoires ou des infections respiratoires. Et vous avez les antibiotiques. Donc les antibiotiques en général on les donne pendant l'exacerbation, mais il y a certaines recommandations qui recommandent de prescrire les macrolides au long cours. Citromax, au long cours. Avec un schéma, chaque 10 jours, ils mettent 2-3 jours chaque 10 jours. Donc il y a plusieurs schémas. Les macrolides, ils ont l'avantage d'avoir une action anti-inflammatoire. Donc action antibiotique et action anti-inflammatoire. C'est pour ça qu'ils mettent le spectre qui met le Covid, ils mettent le Citromax. Bon, il y a aussi les bronchodilatateurs. Donc vous pouvez me poser la question, les bronches sont dilatées, je viens de donner les bronchodilatateurs. Alors l'explication, c'est que les bronches elles sont dilatées, mais elles sont pleines de sécrétions au point où on a ce qu'on appelle l'hyperréactivité bronchique. Ça veut dire quoi? Les bronches sont dilatées, mais elles sont hyperréactives. C'est quoi l'hyperréactivité? C'est l'aptitude des bronches à répondre de manière excessive par une bronchoconstriction. Donc, par exemple, c'est la bronchoconstriction. Donc, نشمو كل فرد ريحه بصح كاين واحد عنده une aptitude pour l'obstruction. C'est ce qu'on appelle l'hyperréactivité. Au cours de la DDB, on peut avoir une hyperréactivité. Donc si on fait l'EFR, on trouve une obstruction. Le traitement de l'obstruction, c'est les bronchodilatateurs. Bronchodilatateurs, ça dilate les bronches. Donc si on fait une EFR, on peut trouver une EFR normale, obstruction ou restriction. Si on trouve une obstruction, on donne les bronchodilatateurs, ça soulage la dyspnée. Alors, il y a aussi les traitements des complications. On a dit que c'est des malades qui sont tout le temps infectés, donc ils peuvent avoir des abcès, des hémoptysies, des pleurésies, des abcès du poumon. Chaque complication, on la traite. L'insuffisance respiratoire, c'est l'oxygène, les abcès, c'est les antibiotiques, c'est l'hospitalisation. Pour être malade 6 mois à l'hôpital. Les pleurésies, il faut faire une ponction, un drainage et tout ça. L'hémoptysie, c'est les hémostatiques, les transfusions, les vasoconstricteurs. Et on peut aller jusqu'à l'intervention par l'embolisation. L'embolisation, c'est quoi? Donc, on fait d'abord ce qu'on appelle l'artériographie. Donc, on injecte un produit de contraste au niveau des vaisseaux. Je vous dessine les vaisseaux et on trouve le vaisseau qui saigne. Il proche le produit de contraste. Donc, il garde le vaisseau. On fait ce qu'on appelle l'embolisation. L'embolisation, on injecte un cathéter qui m'a fait la cardio, un cathéter, on s'oriente, le vaisseau qui saigne, on injecte un produit sclérosant, il fait dans l'artère, on a l'hémoptyse.
حنا في الجزائر دي فوا لي مالادي الساده على سويت دو نيموبتيزي نيموبتيزي ماسيف يقعد يطيش في الدم مدلو لي فازو كونستركتور ça peut ne pas marcher. Et on termine. Donc on a fait le tour de la question. Si vous avez des questions, je suis là. Question.